Bonsoir Vincent Strubel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je vais commencer par une question extrêmement simple. On continue à parler depuis le début de cette émission, on parle de cybersécurité. Parlons de l'ANSSI 2 minutes. C'est quoi l'ANSSI ? Qu'est-ce que c'est ? L'ANSSI, alors moi j'aime bien le présenter comme le chef d'orchestre de l'action de l'État en matière de cybersécurité. On est à la fois cyberpompier, on intervient dans les cas graves pour comprendre ce qui s'est passé, pour réparer. Et on est aussi et surtout mobilisé pour faire de la prévention par toutes les manières possibles, par de la sensibilisation, par des guides, par du travail avec le secteur privé, par de l'audit parfois, en testant la sécurité des sites les plus sensibles. Donc on fait tout pour que les attaques ne se produisent pas, et quand elles se produisent, parce que ça arrive, on répare. C'est quoi votre parcours à vous ? Comment vous êtes devenu directeur général de cette agence ? Alors, il n'y a pas un parcours type. Moi, je suis rentré à ce qui n'était pas encore l'ANSSI, mais qui l'est devenu en 2005. Donc je suis tombé dedans un peu de petit, comme on tombe dans une marmite. Et moi, j'en suis jamais ressorti, vraiment. Donc j'ai fait tout un parcours, j'ai fait des choses très techniques au début, j'ai codé, et puis après, j'ai fait d'autres choses. Ok. Et je m'ennuie toujours pas. Mais quand même pas mal d'années de boutique. Pas mal d'années de boutique. Voilà. Ça s'appelait pas encore cybersécurité Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait sécurité des systèmes d'information. Donc là, c'est le bah, canal historique, les papis de la cybersécurité. En fait, Faut pas dire ça comme ça, Vincent Strubel. Concrètement, vous êtes nommé par qui et vous rendez compte à qui ? Alors moi, je suis un directeur d'administration centrale. Donc je suis nommé par un décret en Conseil des ministres qui est signé du président de la République et du Premier ministre. Donc c'est à eux que je rendais compte. J'ai un chef qui est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui est le principal conseiller en sécurité et défense de ces deux autorités. Okay. Alors, prenons un exemple concret qu'on a tous vécu, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ok, je vous donne ça comme donnée. Comment est-ce que vous identifiez la menace ? Qu'est-ce que vous craignez ? Alors les Jeux Olympiques, moi je les ai vécus effectivement en tant que directeur de l'ANSSI et donc chargé d'en assurer la cybersécurité. Un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais c'est vrai de tout événement de cette portée-là, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, c'est un catalyseur pour toutes les formes de menaces. Donc on s'était préparé à... Quelle menace en l'occurrence ? Alors à des menaces d'État, parce que des États, alors ils pratiquent de l'espionnage au quotidien et autant pendant les Jeux que pendant n'importe quel autre moment, à des actions de sabotage potentiellement d'État, parce qu'on pouvait s'imaginer qu'il y en avait qui avaient envie de nous décrédibiliser, de décrédibiliser la France comme pays hôte. Le crime organisé, il est là pour faire de l'argent, je pense que vous en avez beaucoup parlé, mais pour lui c'est les soldes, c'est Black Friday tous les jours pendant 2 fois 2 semaines. Donc ils se sont mobilisés particulièrement sur cette menace-là. Et puis, ce qu'on appelle les activistes avec un H, c'est-à-dire tous ceux qui veulent porter un message, souvent pas un message très sympathique, c'est plutôt une critique de notre modèle de société potentiellement, ou des revendications dans un contexte géopolitique qu'on connaît. Là aussi, c'est un porte-voix médiatique formidable, les Jeux Olympiques. Donc tout cela, on s'attendait à ce qu'ils se mobilisent, ils se sont mobilisés pendant les Jeux. On s'y était préparé, ça a plutôt bien marché. Pauline ? Oui, justement, l'été dernier, pendant les Jeux, il y a eu beaucoup de questions, même les mois avant, sur la question de la surveillance algorithmique, notamment mise en place à l'occasion des Jeux Olympiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations, notamment la Quadrature du Net, qui a alerté sur le fait que, en fait, on prenait une pente un peu glissante sur la question des libertés individuelles aussi. Et donc, moi, j'aurais aimé vous demander comment on fait pour trouver un équilibre entre, à la fois, on protège, on fait de la sécurité, et on n'empiète pas sur les libertés individuelles, justement, de chacun, chacune. Alors comment on fait pour trouver un équilibre sur ce genre d'enjeu ? C'est pas mon métier. Fondamentalement, dans une démocratie comme la nôtre, c'est le métier du législateur, du Parlement. Après, le métier d'une agence comme l'ANSSI, c'est d'éclairer, c'est de rappeler des réalités techniques, d'éclairer des choix, mais pas de les faire à la place des autorités légitimes. Et puis, sur un sujet comme celui-là, c'est quand même beaucoup plus un sujet de la CNIL, qui, elle, est une autorité indépendante qui peut donner son avis, un avis qui est contraire au gouvernement, c'est fait pour, et donc critiquer potentiellement. Et donc c'est comme ça, dans une société avec un équilibre des pouvoirs et des voix plurielles qui s'expriment, qu'on trouve les équilibres. Vous êtes là pour la défense des sites qui peuvent être attaqués, comme on a vu les hôpitaux aussi ces dernières années. Les réseaux de transport aussi. Voilà, vos moyens, ils ont augmenté, non, depuis quelques années ?
Alors, nos moyens, ils ont augmenté de manière constante ces dernières années. Bon, dans le contexte actuel, aujourd'hui, de frugalité budgétaire, c'est un peu différent. Mais on a cette chance énorme, quand même, en France, d'avoir pris le problème à bras-le-corps suffisamment tôt. L'ANSSI, elle a été créée en 2009. Il y a d'autres pays, je ne donnerai pas d'exemple, mais qui ont pris ce virage-là beaucoup plus tard. Et c'est un sujet qui a intéressé tous les gouvernements successifs, qui ont donné des moyens à l'ANSSI, mais pas que, parce qu'il y a aussi des équipes de cybersécurité dans les ministères, maintenant dans les hôpitaux. C'est un défi énorme que de rehausser le niveau de sécurité des hôpitaux. Donc on a eu cette chance de progresser avec un champ de mission qui s'étend aussi. Parce qu'au début, on sécurisait l'État. Il y a 10 ans à peu près, on a commencé à se projeter sur ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les acteurs du privé, mais qui portent des activités de notre quotidien sur lesquelles on ne peut pas fonctionner. Les transports, l'énergie, les télécoms, tout ça, la liste serait longue. Aujourd'hui, notre nouveau défi, c'est tout le reste. Parce qu'on est face à une menace qui reste concentrée. Il y a le haut du panier, les États, ils continuent à faire de l'espionnage sur des cibles qui ont un intérêt pour l'espionnage, mais le crime organisé, les activistes, ils s'en prennent à tout le reste, ils s'en prennent à tout le monde et ils attrapent tout ce qu'ils peuvent. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit des attaques dans les hôpitaux, on voit des attaques contre les universités, contre des PME, contre des associations, contre des collectivités, des choses qui n'ont pas de valeur intrinsèque, qui ne vont pas payer une rançon, par exemple, pour la plupart d'entre elles. Un hôpital public en France, je ne vous fais pas un dessin, ça ne paie pas une rançon. Ah non, non. Ce ne serait pas légal et puis ça n'en a pas les moyens, mais ils sont attrapés quand même. Et donc nous, notre métier maintenant, c'est de trouver des solutions qui marchent pour cette population-là, qui ne vont jamais devenir des experts en cybersécurité. On est un grand groupe ultra stratégique, oui, on a des moyens de faire de la cybersécurité pointue. Là, il faut faire des choses plus simples. C'est quoi nos principales failles ? Qu'est-ce qui fait que des cybercriminels peuvent s'en prendre à des hôpitaux, à des entreprises ? Les failles, c'est un peu toujours les mêmes. C'est pas forcément des choses très compliquées. C'est des logiciels pas à jour. C'est des authentifiants, c'est-à-dire des mots de passe ou des codes d'accès qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas renouvelés, qui ne sont pas verrouillés quand les gens partent. C'est pas forcément des choses très évoluées. Alors après, nous, on traite aussi une menace extrêmement pointue qui est capable de passer des mois à monter une cyberattaque ultra pointue pour entrer dans un système ultra protégé. Mais l'écrasante majorité de ce qu'on traite, c'est des choses simples. Et il y a 2 questions que se posent les victimes aujourd'hui des cyberattaques ambiantes à chaque fois qu'elles sont victimes. C'est déjà pourquoi moi ? Ça, il n'y a pas de bonne réponse. C'est pourquoi pas ? Parce que c'était possible. Et pourquoi on n'a pas fait des choses simples avant qui auraient évité ça ? Et donc ça, c'est notre message aujourd'hui, c'est d'essayer de partager ces réflexes simples, peut-être d'en faire aussi des obligations dans certains cas, parce que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Est-ce que quand ce sont des choses simples, c'est tout aussi simple en réalité pour aller fixer, réparer, rétablir l'attaque ? C'est toujours beaucoup plus simple d'éviter l'attaque avant qu'elle ne se produise. Une fois qu'elle a lieu, ça peut être très compliqué. Le phénomène majeur des 5 dernières années, celui qui a marqué les esprits, qui a touché les hôpitaux notamment, le ransomware, le rançongiciel en bon français, une fois que c'est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que les attaquants ont pris en otage les données en quelque sorte, ils ont chiffré les données, il n'y a pas de manière de retrouver ces données simplement. Sauf si on a fait des choses simples en amont, pris des sauvegardes hors ligne. Ça, c'est peut-être le truc le plus basique à faire, c'est avoir des sauvegardes de ces données hors ligne, pas connectées sur son réseau. Mais sinon, c'est une galère pas possible. Et un hôpital, les cas les plus graves qu'on a traités dans des hôpitaux, c'est 6 mois, 9 mois pour reconstruire l'informatique de l'hôpital, pendant lesquels le fonctionnement de l'hôpital est très dégradé. Tourner pour une certaine valeur de tournée, parce qu'au début, on ne sait plus soigner les patients, on ne sait même plus les nourrir dans un hôpital, tout ça c'est informatisé aujourd'hui. Les scanners, les dossiers médicaux partagés, tout ça, il n'y a plus rien qui marche. Donc au début, c'est beaucoup du plan blanc. Donc on se reporte sur les autres hôpitaux quand c'est possible, et après ça revient progressivement. Mais tout notre travail, c'est de faire en sorte que ça ne se produise pas, ce genre de choses. Julie ? Et on parlait beaucoup des rançongiciels, etc. Est-ce qu'il y a très concrètement des cyberattaques qu'on voit émerger depuis l'année dernière ? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu ringardes, qu'on ne voit plus du tout ? Le problème, c'est que les attaques ringardes, elles marchent toujours. C'est pas glorieux quand on est victime de ce genre d'attaque. Mais nous, on n'est pas là pour juger. Au demeurant, on a des victimes et parfois ils se sont fait attraper bêtement, mais c'est pas ça le problème. C'est comment on fait pour que ça se reproduise pas. Après, les tendances, elles évoluent. Oui, on a toujours le haut du panier, les États, les services étatiques qui s'en prennent aux cibles les mieux protégées,
qui tire un peu vers le haut tout ça, et ensuite ça ruisselle. Si je prends ce concept-là, les criminels organisés, enfin le crime organisé, il s'empare ensuite des méthodes les plus avancées. Il évolue aussi dans ses cibles. Le rançongiciel, c'est toujours une réalité, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est du vol de données. Ouais. Et parfois, c'est la double punition. Un groupe de crime organisé, il va voler toutes les données, ensuite il va chiffrer toutes les données, il va rendre le système inaccessible, et il va demander 2 rançons. Une pour libérer le système, pour que ça refonctionne, et une deuxième pour pas publier les données. Et puis même si on paye les 2, ce qui est une mauvaise idée, ça n'empêchera pas forcément de vendre les données quelque part sur le dark web, sur des gens qui s'intéressent. Ils viennent d'où d'ailleurs ces cybercriminels qui nous attaquent? C'est quoi leur nationalité principale? Alors ils viennent de partout. Il y a des endroits où on les trouve plus facilement. Alors ça dépend un peu desquels. Les États, on a en tête, et je le dis toujours avec beaucoup de précaution parce que c'est pas le métier de l'ANSSI de désigner formellement tel ou tel État comme nous attaquants. Ça rentre dans les Oui, ça ressorts, c'est de la diplomatie. voilà. Et... Voilà, c'est pas nous tout Ouais. seuls. Et puis ça fait appel à d'autres connaissances. Nous on voit ce qui se passe chez les victimes. Il y a d'autres services de l'État. C'est un autre métier, c'est pas le mien, qui voit ce qui se passe chez les attaquants. C'est leur métier d'aller regarder. Donc on conjugue tout ça et on peut avoir des choses. Mais dans les types d'États qui nous attaquent, qui sont connus, voilà, on a des menaces affiliées à la Russie, à la Chine, c'est connu. Dans le crime organisé, ils sont partout, mais avec quand même un fait particulier qui est lié à la Russie. En Russie, on a des grands groupes, les principaux groupes de rançongiciel, par exemple, ils sont beaucoup en Russie. Ils ne sont pas embêtés par les autorités. On ne se fait aucune illusion, les autorités russes, si elles veulent arrêter quelqu'un, elles en sont bien capables. Donc si elles n'arrêtent pas ces groupes-là, on peut quand même se poser une question. Si vous regardez un groupe comme Lockbit, qui est l'un des groupes les plus actifs dans le rançongiciel, il fonctionne comme une franchise. C'est McDo, c'est McDo du rançongiciel. N'importe qui peut utiliser leurs outils en versant une participation Une part, ouais. sur les gains. Ah ouais. La seule consigne, c'est n'attaquez pas des cibles en Russie. Ok. Ailleurs, Voilà. ça Donc, passe. voilà, mais- il y a- alors je dis, ça ne veut pas dire qu'ils sont aux ordres des autorités russes, mais il y a quand même une particularité dans cette menace-là, c'est intéressant. dans un contexte géopolitique aussi qu'on a tous en tête. Et Jules? Oui, moi j'ai un oncle qui s'est fait, vous savez, avec le faux appel du conseiller bancaire qui lui demande ses accès, parce que normalement vous n'êtes pas censé, c'est une demande à laquelle vous n'êtes pas censé accéder, ils sont pas censés vous demander vos accès bancaires. Lui il l'a fait, puis il s'est senti con, il s'est fait alléger de 2000 balles. Et je vous ai écouté sur France Inter, donc après il se sentait super honteux, quoi. Il se sentait vraiment merdique, il osait pas le dire. Et je vous ai écouté sur France Inter avec Léa Salamé et Nicolas Demorand. Et Léa Salamé, elle a vraiment, avec tout le naturel qu'on peut lui connaître, elle a dit bah moi, une fois, mon colis, j'ai reçu un SMS qui me disait mon colis rentre pas dans la boîte aux lettres, et j'ai donné toutes mes coordonnées bancaires. Je lui dis moi c'est encore pire que mon oncle, parce que à quoi ça va aider le truc à rentrer dans la boîte aux lettres? Et donc elle a appelé Quoique ça- même Léa, quoi. et voilà. Donc c'est ça, Léa. décomplexer un petit peu si vous vous faites choper, parce que même un génie comme Léa Salamé peut se faire choper. Et donc je me disais, ça fait partie de vos missions de l'ANSSI, c'est pas seulement sécurisé pour les hôpitaux, c'est pas seulement sécurisé pour les ministères, c'est aussi cette mission d'information, d'aller dans les médias pour expliquer aux gens. Vous avez des budgets pour des campagnes de grand public Alors, ça fait partie de nos missions que de sensibiliser, et moi je suis très d'accord sur le fait qu'il ne faut pas non plus culpabiliser. Se faire avoir bêtement, ça nous est arrivé à tous, et je dis bien nous. Ça peut arriver même à un DG de l'ANSSI, on ne peut pas être mieux sensibilisé que moi probablement. On fait tous une erreur bête un jour, donc il ne faut pas culpabiliser là-dessus. L'État, de manière générale, s'organise aussi pour aider. Alors, c'est pas ce genre d'arnaque-là, c'est pas le métier de l'ANSSI, c'est le métier de la police, de la gendarmerie. Il y a une super plateforme qui est aujourd'hui disponible, qui s'appelle le 17cyber, 17cyber.gouv.fr, sur laquelle, quand on est victime d'un acte de cybermalveillance, donc c'est plus large qu'une cyberattaque, c'est aussi des arnaques en ligne, des escroqueries, se faire aider par des boîtes privées, mais aussi entrer en contact avec un policier, un gendarme, pour avoir les bons conseils, pour peut-être porter plainte, parce que c'est important aussi, et surtout pas culpabiliser, parce que finalement, on a besoin de partager la réalité de la menace. Dans un autre registre, moi j'ai énormément d'appréciation pour les directeurs d'hôpitaux, ceux qui sont tombés les premières victimes des attaques, celles qui ont été les plus graves. Eux, ils ont eu le courage de témoigner, d'aller voir les autres directeurs d'hôpitaux, de leur dire voilà comment ça s'est passé. Retour d'expérience. Des retours d'expérience, et puis des choses beaucoup plus concrètes que un technocrate parisien ne trouve pas forcément toujours les bons mots pour expliquer la réalité de la menace et la réalité des impacts
Et quand eux, ils l'ont fait, ça a été beaucoup plus efficace que quand seulement l'ANSSI le fait. Après, ça fait partie du métier aussi de sensibiliser, d'expliquer aussi, parce que on est sur des sujets un peu mystiques encore, mal compris, et ça fait partie de notre vulnérabilité collective, la résilience de la société, sur des choses qui vont toucher potentiellement à la vie politique, qui vont toucher à des choses qui nous inquiètent. Parfois, certains des attaquants, leur but, c'est d'entretenir l'anxiété. Donc, la compréhension de tout ça, c'est une de nos principales défenses. C'est un peu notre défense immunitaire en tant que société que de comprendre, d'avoir un regard critique sur ces choses-là. Donc, bravo aussi pour ce que vous faites. Malek. Je voulais ouvrir le volet, parce qu'on a un talk show politique, et c'est un sujet qu'on n'a pas pu forcément aborder dans l'émission. En 2017, notamment, il y a l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qui avait été attaquée avec... En 2017, oui. C'est ce que j'ai dit, 2017. Oui. Avec les Macron Leaks, donc avec toutes ces boîtes mail qui ont été rendues publiques. On peut même aller plus loin. Ça a été documenté l'année dernière lors de la campagne des élections européennes où il y a eu de l'ingérence de pays étrangers. On a vu notamment des contenus de certains candidats qui ont été gonflés artificiellement. Là, il y a des échéances qui arrivent, avec notamment une élection présidentielle dans 2 ans. Déjà, peut-être nous expliquer comment une équipe de campagne comme celle d'Emmanuel Macron a pu être attaquée de la sorte. C'est quoi le mécanisme? Et puis, dans un second temps, est-ce que vous avez, vous, un travail au niveau de l'ANSSI de prévention aujourd'hui auprès des équipes de campagne? Ouais, et je vais commencer par ça. Aujourd'hui, c'est devenu une procédure presque standard pour nous que d'accompagner un scrutin électoral. C'est un moment important de la vie démocratique. Face à des attaquants qui, pour certains, contestent ce modèle démocratique, on sait qu'une élection, ça va être attaqué. Alors, nous, on sécurise d'abord les systèmes qui servent à l'élection, mais ça, en France, on a la chance d'avoir des choses qui sont essentiellement papier, donc c'est pas... Voilà, Comme quoi, parfois. Voilà, c'est bête, mais une enveloppe opaque dans une urne transparente, on n'a pas trouvé mieux pour sécuriser un vote. Qu'on remonte voilà. de manière mécanique en préfecture. Avec des citoyens qui comptent, et tant sur les propriétés de sécurité que sur le fait que ça reste Vous n'êtes pas compréhensible. favorable au vote par Internet? Pas fanat, sauf quand ça se justifie. Enfin, c'est toujours un équilibre entre risque et voilà. Ouais. Les Français de l'étranger, ils votent par Internet pour certaines élections parce qu'ils ont. C'est différent pour eux. Enfin, organiser un scrutin, c'est pas forcément aussi facile que d'aller voter à la mairie ou à l'école du quartier. Donc là, ça se justifie. Dans d'autres cas, je suis moins fanat. Après, truquer un scrutin par une cyberattaque, c'est très compliqué en France. Semer le doute ou influé par un mix de cyberattaques, de manipulation de l'information, qui était un peu ce qui avait été observé en 2017. Et là, pour le coup, on l'a dénoncé officiellement, la France l'a dénoncé comme une action des services de renseignement militaires russes. Là, on l'a dit clairement. Et ça, quand on le dit clairement, ça veut dire qu'on n'a pas de doute. Ça, c'est plus facile. Donc, nous, on a toujours un travail de vigilance particulière, d'offre de services aux équipes de campagne. On ne peut pas leur imposer. Nous, on est un acteur gouvernemental, donc on marche un peu sur des œufs dans ce mode de fonctionnement, mais on propose notre aide, on donne des conseils, on alerte si jamais il y a quelque chose, on propose aussi notre aide, mais on n'impose rien. On informe le juge de l'élection. Dans une élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel qui décide à la fin si ça a été valide ou pas, et une commission spéciale qui est créée à l'occasion. Donc on leur dit tout ce qui se passe, qui peut avoir un impact sur le scrutin, on creuse s'il y a besoin. Mais oui, la faiblesse, sans doute le maillon faible quelque part, et c'est pas leur faute, c'est sans doute les équipes de campagne, parce qu'une équipe de campagne, ça ressemble plus à une start-up qu'à un grand groupe du CAC 40, en termes de moyens, en termes de maturité, en termes d'utilisation de moyens personnels, de choses comme ça, et c'est comme ça qu'ils se... Et de vigilance aussi, du coup. De vigilance, je pense que maintenant, ça y est, la vigilance, par la force de l'exemple, elle est là, mais ça fait pas tout. Pauline? Oui, j'aurais aimé qu'on parle d'une autre cyberattaque. C'est celle, François Bayrou, notre Premier ministre, avait expliqué qu'il allait publier des preuves de son innocence dans l'affaire Betaram sur son site. Et il a expliqué, je vois pas pourquoi vous rigolez, et il a expliqué avoir été victime d'une cyberattaque. Et du coup, j'aurais aimé savoir déjà, est-ce qu'il y a eu cyberattaque? Et est-ce qu'on sait en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient derrière tout ça? Est-ce que c'est votre rôle à l'ANSSI aussi ou... Alors, il y a eu ce qu'on appelle un DDoS, un déni de service distribué, c'est-à-dire l'équivalent numérique de l'opération escargot. Ça sature le site web, ça le rend inaccessible. Après, moi, j'en dirai pas plus, parce que c'est une attaque récente. Ça vient de l'intérieur, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça vient d'un autre ministère. Il y a deux choses qui entrent en ligne de compte là-dessus.
Déjà, on s'astreint à une forme de secret médical aussi dans notre métier. Donc on ne communique pas à la place des victimes, on les laisse communiquer, même si voilà, on peut les aider aussi à communiquer, à identifier ce qu'ils peuvent dire, hein, parce qu'il ne faut pas se précipiter à dire des choses qui sont fausses, mais on ne communique pas à leur place. Et après, dans ce cas d'exemple particulier, et c'est très bien comme ça, c'est judiciarisé. Donc il y a eu un dépôt de plainte, et donc à la fin, dire qui c'est le rôle de la justice. Et, On sait qu'il y a, un fonctionnaire il y a eu comme une moi attaque, respecte en tout cas. la justice et ne va pas s'exprimer à sa place. Et c'est pas le plus sophistiqué, l'attaque des DOS. C'est pas forcément le plus sophistiqué, non. Mais ça marche toujours un peu. Et après, on peut s'en protéger plus ou moins bien selon aussi la taille du site web, la taille de l'hébergeur, des choses comme ça. Est-ce que la cybercriminalité, elle est développée en France? C'est quoi le profil des cybercriminels? Alors, des cybercriminels français, il y en a, mais ils prospèrent pas. Parce que chez nous, ils se font arrêter. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Non, très bonne réponse. On m'a déjà posé la question pourquoi les cybercriminels français ils sont pas aussi bons que les cybercriminels je sais pas russes. Parce qu'on les arrête. Voilà, on leur laisse pas le temps de devenir bons. Et pour se prémunir de ça, il y a combien de personnes rattachées de près ou de loin à l'ANSSI? À l'ANSSI, on est à peu près 700. Entre des employés de l'ANSSI, des militaires qui sont mis à disposition. Il y a des militaires dans les équipes de l'ANSSI et c'est très bien parce qu'ils nous apportent aussi un regard un peu différent, une mode de fonctionnement. Donc on est 700 à peu près. Okay. Julie? Et c'est vrai que ça coûte 10 fois moins cher d'attaquer que de protéger. On est comment sur le côté offensif et défensif de la cybercriminalité? Offensif, alors non, nous on n'est pas des cybercriminels donc on fait pas ça. Non, alors, on se pose toujours la question de l'équilibre entre attaque et défense en la matière. Je le martèle, mais la meilleure défense en cybersécurité, c'est la défense. Et donc ça, c'est le modèle français. On privilégie la défense, la prévention, parce que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. On a fait un choix clair de créer une ANSSI qui ne fait que de la défense. Nous, on ne mène pas des cyberattaques. Enfin, la France ne mène pas de cyberattaques. Il y a des ne mène pas des cyberattaques. La France, comme toute grande puissance, a des capacités dites offensives cyber, mais qui sont au sein du ministère des Armées. Pas chez vous. Qui sont distinctes. On ne mélange pas les genres. C'est très bien comme ça. Et peut-être, précision, c'est les capacités offensives, mener des cyberattaques, c'est pas une manière de répondre à des cyberattaques. On fait pas du j'attaque les attaquants. Ça n'a pas beaucoup de sens. Déjà parce qu'une cyberattaque, c'est probablement pas légal, c'est pas conforme à nos valeurs. Hein. Quand on se fait attaquer des hôpitaux, nous on va pas aller attaquer des hôpitaux chez les autres, même s'ils sont très très méchants. Ça c'est pas le modèle, c'est pas nos valeurs, c'est pas le modèle démocratique français. Et puis c'est pas la meilleure réponse. Donc la meilleure réponse, ça peut être la justice, qui peut quand ils sont attrapables, attraper les auteurs, mais en tout cas au moins leur compliquer la vie. Il y a quand même des opérations de type démantèlement d'infrastructures d'attaque qui marchent aussi. Et puis sinon, c'est le registre diplomatique. Et donc tous les leviers de l'action de l'État vis-à-vis d'un autre État qui nous attaquerait. Depuis la protestation polie jusqu'à des sanctions, des choses plus graves potentiellement. Tout à l'heure, on avait évoqué le logiciel Pegasus en plateau. On avait parlé du fait que, bon, là, c'est une arme vraiment très, très offensive. Et on se posait la question, justement, de la législation internationale. Quelles sont les normes? Est-ce qu'il y a quand même des normes sur ce qu'on a le droit de se faire, pas de se faire? Je me doute bien qu'après, bon, les États les respectent ou pas, et en l'occurrence, bon, voilà. Mais est-ce qu'il y en a seulement? Parce que tout à l'heure, on parlait du fait que ces armes, notamment Pegasus, sont tellement des armes que, voilà, est-ce qu'il serait peut-être pas temps aussi de faire un traité, est-ce que c'est en projet? J'en sais rien. Il serait temps, et la France a toujours défendu une approche du droit international et de fixer des règles et de les respecter. Dans le domaine des outils d'attaque de type Pegasus, tout particulièrement, on a un processus qui s'appelle le processus de Pall Mall ou Pall Mall. Jamais su comment il fallait bien le dire en anglais. Comme les clopes. Ouais, comme les clopes, mais vient pas des clopes, c'est un endroit aussi au Royaume-Uni. Je pense que ça vient du même lieu, mais c'est pas. Sans doute. Voilà, l'idée étant de travailler à définir un code de conduite responsable justement sur ces outils-là qui ne doivent pas être mis entre toutes les mains, qui ne doivent pas être utilisés contre n'importe qui. C'est inacceptable évidemment que ce genre de choses soit tourné contre des journalistes, des opposants, des ONG, des choses comme ça. Donc on a porté un discours assez clair là-dessus. On porte un code de conduite qui a été publié, la dernière réunion de ce sommet était à Paris il y a quelques semaines, il a été publié à cette occasion-là. Après, on n'est pas seul dans le monde et tout le monde n'a pas la même vision des choses. Il y a aussi des débats à l'ONU sur ces choses-là, sur lesquels
face à certains pays qui sont moins démocratiques que le nôtre, ils considèrent comme une cyberattaque le fait de dire la vérité dans les médias, par exemple. Enfin, voilà, les opposants qui prennent la parole, pour eux, c'est une cyberattaque. Pour nous, non. Donc le champ... Bah si, vous aviez parlé des militants qui pourraient diffuser des messages lors des JO. Alors, qui diffusent des messages, ils ont le droit, c'est la liberté de la presse. Qu'ils le fassent en Sur un attaquant, écran, oui. en détournant de son usage un moyen numérique, en bloquant un site web, en prenant le contrôle, en faisant quelque chose qui est un crime dans la loi française, ça non. Donc la loi française, elle protège la liberté d'expression, pas le détournement des outils numériques des autres ou les cyberattaques. Donc on est dans l'état de droit. Donc on porte cette vision-là. Là où ça marche bien, c'est à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, on a construit le droit de la cybersécurité, on est plus fort ensemble, on a les mêmes règles. On a des cadres d'obligations qui s'appliquent aussi aux acteurs du numérique. Et évidemment, quand on veut imposer des règles à des acteurs du numérique qui sont mondiaux, ça marche mieux quand on est l'Europe que quand on est juste un État membre de l'Europe. Donc ça, c'est une grande réussite. À l'échelle mondiale, ça se construit et pas forcément aussi vite qu'on pourrait l'espérer. Est-ce que la France est en guerre? Non. Non, d'un point de vue cyber. Du point de vue, alors moi j'aime pas du tout la notion de cyberguerre parce que c'est pas ça. Enfin, D'accord. on est, alors on parle, il y a plein de jargons techniques, de menaces hybrides, de choses comme ça. On est dans une confrontation, dans une contestation de notre modèle, dans une pression permanente qui vient de toutes sortes de types d'acteurs, d'attaquants, des États, des criminels du crime organisé, des activistes qui peuvent être un peu n'importe qui. Mais tout ça, ça exerce une pression permanente sur l'économie française, sur notre société. C'est peut-être un peu une épée de Damoclès, parce que le jour où tout ça se déchaîne en même temps, ça peut être grave. Et derrière tout ça, il y a un peu de déstabilisation, de contestation, là encore, de notre modèle démocratique, pour certains de nos adversaires. Mais la guerre, non, c'est pas ça. La guerre, c'est autre chose. Est-ce que c'est la contestation de notre modèle démocratique qui fait que la Russie et la Chine sont aujourd'hui nos deux principaux adversaires? Il n'y a sans doute pas que ça. Il y a aussi beaucoup dans l'action des États, et c'est pas spécifique à l'un ou l'autre, beaucoup d'espionnage. Donc il y a une compétition économique aussi. Les premières cibles de l'espionnage, c'est les secrets industriels, les technologies de pointe, les secrets commerciaux aussi, les futures offres dans des grands marchés, des grands contrats internationaux, c'est des cibles toutes désignées. Donc il y a beaucoup de compétition économique. Et il y a parfois aussi, s'en prendre aux élections, c'est un autre objectif. Donc là, on est dans une forme de déstabilisation, de contestation de notre modèle. Et donc notre doctrine à nous? Oui, pardon. Et puis il y a des pays qui étaient nos alliés, qui partageaient apparemment nos valeurs démocratiques, qui semblent les partager un petit peu moins, et ça pourrait être un problème. Si par exemple on a équipé un petit peu, je sais pas, l'éducation nationale avec, je sais plus, Microsoft ou je sais pas quoi, est-ce que c'est une vulnérabilité particulière si les Américains décident de nous traiter comme des, pas du tout comme des alliés, mais plutôt comme des adversaires? Est-ce que c'est une vulnérabilité particulière d'avoir installé tant de systèmes, et même Windows d'ailleurs, un peu partout? Alors, on est vulnérable là-dessus? Il y a plein de ramifications à cette question-là, donc je vais répondre sur plusieurs plans. Vous avez le temps. Déjà, considérer que les États-Unis sont devenus nos ennemis, c'est quand même c'est exagéré aujourd'hui. Ça reste nos alliés, formellement, ils sont dans l'OTAN, nous aussi. Ils parlent mal, quoi. On a une coopération étroite depuis toujours et qui continue sur la cyber. Avec les États-Unis, avec aussi nos partenaires européens, évidemment, avec le Royaume-Uni, mais avec les États-Unis aussi. On s'informe, on s'alerte mutuellement d'attaques. Je prends toujours cet exemple-là, mais il est réel. Ils ont sauvé des hôpitaux chez nous, on a sauvé des hôpitaux chez eux en les prévenant d'une attaque qui allait se produire. Là, récemment ? Et ça, c'est toujours vrai. On les prévient toujours, ils nous préviennent toujours. D'accord. On a réussi au mois de mai, alors l'État français a attribué formellement des attaques à un groupe russe, au renseignement militaire russe. Dans la foulée, on a co-signé un avis de sécurité qui faisait un état des lieux des méthodes de ce groupe d'attaques russes avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, avec d'autres pays européens. Donc la coopération, elle demeure. Le contexte est un peu particulier, ça je vous l'accorde, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire on n'est plus alliés, on a eu un renversement total des alliances, et c'est pas nous qui allons dire qu'on n'est plus alliés des États-Unis. On va continuer à les alerter de toute menace, et aujourd'hui ils le font encore aussi à notre profit. Donc voilà. Factuellement, ça n'a pas changé tant que ça. Le fait de se mettre, de dépendre d'outils Microsoft, de choses comme ça, et il n'y a pas que Microsoft, on pourrait en citer plein d'autres, c'est une réalité. Alors il y a des choses dont on se préoccupe depuis toujours, l'accès aux données sensibles, le cloud, l'informatique nuagique, comme on dit, si on respecte la loi tout bon, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. On confie ces données à un tiers. Ce tiers, il peut être soumis à du droit qui n'est pas le droit européen ou français.
Les lois américaines, elles préconisent l'accès aux données par certains services. Donc, on a créé une certification, une qualification pour être précis, qui s'appelle Secnum Cloud, qui identifie des clouds qui protègent bien contre ça. Et on a une doctrine française qui dit les informations vraiment sensibles de l'État, elles ne vont pas dans des clouds soumis à du droit non européen. Elles vont que dans des clouds qui ont tous les bons labels de l'ANSSI. Mais on le généralise pas à tout le monde parce qu'il ne faut pas non plus se priver du progrès et de capacités de traitement qui sont peut-être à l'état de l'art et qui, parfois, les problèmes de sécurité ne se posent pas. En tout cas, il n'est pas suffisant pour justifier une exclusion de facto de tous les acteurs. Et puis la dernière dimension du problème, c'est la dépendance technologique, la maîtrise de certaines technologies. On y a toujours été attentif. Pour autant, c'est un combat permanent et c'est quelque chose. Alors, c'est pas une bataille perdue. On a des pépites françaises, on a des maîtrises technologiques, on a de l'open source aussi, du logiciel libre qui permet de faire certaines choses. Est-ce qu'il faut en faire plus? Sans doute. On a toujours défendu aussi à l'échelle européenne ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Ça fait partie aussi, maîtriser des technologies clés. Ça ne veut pas dire pour autant tout réinventer en franco-français, parce que ça ne marchera pas. Il y a un équilibre à trouver. Oui, c'est pas simple. Pauline? Ouais, on parlait de déstabilisation, on parlait aussi d'Europe. J'aurais aimé qu'on revienne sur les récentes élections de Roumanie. Alors peut-être pour expliquer un peu pour le public. En Roumanie, il y a eu des élections présidentielles au début de l'année et il y a un candidat plutôt du côté de l'extrême droite qui en tout cas n'était pas encarté, qui a un peu popé de nulle part et qui s'est retrouvé quasiment premier tour, ou en tout cas dans une position très élevée au premier tour des élections en Roumanie. Et il y a eu très très vite des suspicions d'ingérence. Et il y a même une enquête qui a été ouverte, il me semble, par la Commission européenne. Et il y a beaucoup de personnes qui ont accusé la France, justement, de déstabilisation dans les élections roumaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a déstabilisé les élections roumaines? Beaucoup de personnes, c'est peut-être un peu exagéré, je pense à une ou deux. Alors non, la France fait pas ce genre de choses. Là encore, nous, on est un État de droit et on fait pas ce genre de choses et certainement pas dans l'espace européen. Après, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Moi, je le commenterai pas à la place des autorités roumaines. Elles ont publié une analyse très détaillée, donc je le commenterai pas à leur place. Et d'autant plus que l'essentiel de ce qui s'est produit ou ce qui a été indiqué par les autorités roumaines, c'est de la manipulation de l'information. C'est pas tant des cyberattaques, même si on a eu aussi. C'est de la manipulation d'information, c'est amplifier des fausses informations artificiellement. Et en la matière, la France a fait un choix aussi, que je considère aussi éclairé, c'est de pas mettre ça dans la même besace que les cyberattaques. Donc de créer une autre structure, qui est une structure très proche, qui s'appelle Viginum, et qui travaille sur ces sujets-là. On se croise tous les jours, on a le même chef, donc on se parle, mais c'est un métier très différent et avec un encadrement différent, parce que c'est très vite dans le champ politique, beaucoup plus vite que les cyberattaques. Donc ils sont beaucoup plus peut-être contrôlés, même si nous on l'est aussi, mais ils sont contrôlés d'une manière différente. Donc c'est très bien qu'on ait séparé ces deux métiers-là, même si on coopère très régulièrement. Prenons l'exemple d'une attaque d'un établissement public ou d'une entreprise française. Comment intervient l'ANSSI? Qu'est-ce que vous faites? Je vous appelle. Ça va pas. Alors, déjà, on répond au téléphone, on rassure. En fait, ça fait partie. On a au bout du fil. Alors déjà, on a des équipes H24, 7 jours sur 7, qui décrochent le téléphone, qui répondent à des mails, qui traitent des signalements d'attaque, qui vont déjà rassurer, parce que parler à quelqu'un dans ces moments-là, c'est important. On a des gens en larmes, en panique, c'est normal, parce que c'est un moment, un choc émotionnel fort, une cyberattaque généralement. Ensuite, on qualifie, c'est-à-dire qu'on essaie de voir à quel point c'est grave, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et puis, soit on donne quelques conseils, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Soit on oriente potentiellement vers des acteurs du secteur privé qui peuvent aider à la remédiation. Et on suit, généralement, on rappelle pour vérifier que ça se passe bien et que c'est pas plus grave qu'on ne le pensait. Soit, dans des cas extrêmes, on traite nous-mêmes. Et les cas les plus extrêmes, c'est ce qu'on appelle les opérations de cyberdéfense. Et donc là, c'est une mobilisation de potentiellement des dizaines de personnels de l'ANSSI pendant potentiellement des mois, parce qu'en face de nous, on a un service de renseignement qui cherche à être discret et qu'on va chercher à comprendre comment il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait, qui sait, autant que possible, en recoupant avec des informations que d'autres peuvent nous fournir, comment on le chasse et comment on fait en sorte qu'il ne revienne pas. Et puis parfois, on a des choses, plus on creuse, plus c'est grave. Parfois, ça nous arrive de trouver plusieurs services de renseignement chez la même victime qui sont en train de se battre un peu en duel pour accéder à l'information. Parfois, on les voit revenir ou tenter de revenir. Donc, parfois, c'est des choses assez longues. Est-ce qu'on arrive à quantifier le nombre de cyberattaques?
C'est un sujet difficile. Nous, l'an dernier, on a traité 4386 signalements, événements de cybersécurité, c'est-à-dire des choses suffisamment graves pour qu'on ait une discussion avec la victime, avec la personne qui signalait une cyberattaque, pour qu'on voit si c'est grave, si c'est pas grave, etc. Mais est-ce que ça représente l'intégralité des cyberattaques en France ? Absolument pas, parce qu'on n'a pas vocation à tout traiter. Là encore, quand on est un de nos concitoyens victimes d'un axe de cybermalveillance et même d'une cyberattaque, on a plutôt vocation à se tourner vers le 17 cyber, là encore 17cyber.gouv.fr, on trouvera une aide adaptée plutôt que vers l'ANSSI, qui est plutôt là pour traiter les cas les plus graves. C'est quoi les différents métiers qu'on trouve à l'ANSSI ? Vous avez combien de temps ? Parce que On a du temps en parce vrai. que c'est une incroyable variété de l'ANSSI. Je pense que ça a été un peu un fil conducteur de vos discussions aujourd'hui. Il y a plein de métiers dans la cybersécurité. Il n'y a pas que des geeks en sweat à capuche qui travaillent dans le noir. Je ne sais pas pourquoi ils travailleraient dans le noir. Ils travaillent tout seuls, ça arrive pas trop. Alors des geeks, il y en a. Il y a plein de métiers très techniques, des gens qui font, on parlait de pen testing tout à l'heure, de tests d'intrusion, il y en a qui font ça. Il y a des métiers un peu physiques avec des gros costauds qui surveillent vraiment les données, quoi. Ouais, alors on a dans les data centers à Marseille, maintenant il y en a plein. Il va falloir des gros costauds autour pour surveiller les... Pas le critère de recrutement, on a eu des gros costauds, ils se reconnaîtront, ils avaient un effet en plus dans un test d'intrusion, les gens leur parlaient plus poliment. Vous avez quoi, des analystes ? Mais c'est pas le cœur de leur compétence. Leur compétence, c'est de la compétence technique hyper pointue. On a des analystes, on a aussi un tas de métiers qui sont pas techniques. On a des spécialistes en relations internationales parce qu'on négocie du cadre européen. On se coordonne avec nos alliés. On a des juristes, on a des spécialistes en communication parce que faire de la sensibilisation à grande échelle, c'est aussi savoir définir des messages qui marchent pour des publics cibles. On a des spécialistes en gestion de crise aussi, parce que c'est pas que la technique. Gérer une crise cyber, réagir vite et bien, c'est pas forcément des choses très sorcières. Ça se prépare, on s'entraîne. On a des gens qui conçoivent des kits d'exercice, par exemple. On a distribué, pour préparer les Jeux Olympiques, par exemple, des kits d'exercice. On organise des exercices à taille massive. On en fait un en septembre qui s'appelle Rempart, qui va mobiliser plus de 1000 entités différentes pour se mettre dans... C'est un jeu de rôle, c'est simulé. Dans les conditions du réel. Dans des conditions du réel ou dans des conditions qui l'approchent. Une cyberattaque, une crise majeure, et faire jouer non pas les équipes techniques, mais aussi les équipes, les décideurs, les patrons d'entreprise, les patrons d'administration, d'hôpitaux, etc., pour les entraîner à se projeter dans la prise de décision rapide de ce genre de choses. Donc on a une infinie variété de métiers. À un moment, on a essayé de les dénombrer, on en était arrivé à plus de 30. Okay. Voilà. Non, c'est impressionnant. J'allais vous demander, est-ce que vous trouvez que les établissements publics, les entreprises se protègent de mieux en mieux ? Est-ce que le niveau de culture, de l'acculturation à la culture de la cybersécurité progresse ? Oui, parce que c'est toujours un équilibre entre plus on rajoute des process pour que ce soit sécurisé, plus ça ralentit, et il y a celui qui veut que ce soit efficace. La version verre à moitié plein, c'est oui, et c'est une réalité. Moi, je la mesure notamment au fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de convaincre sur la réalité de la menace. Il y a quelques années encore, on prêchait un peu dans le désert auprès de certains publics. Vous alliez faire des presses devant les administrations. On allait faire des presses, on allait dans les médias aussi pour dire mais il y a une réalité de la menace. Aujourd'hui, alors je pense que c'est au moins autant le travail des attaquants que le nôtre, mais plus personne ne doute de la réalité de la menace. Et malheureusement, un hôpital qui se fait attaquer, ça se voit beaucoup plus qu'une opération d'espionnage très discrète contre une entreprise stratégique de la défense ou des choses comme ça. Donc, quelque part, on a des exemples parlants. La sensibilisation, on a moins besoin de la faire. La pédagogie, on a toujours besoin de la faire parce qu'il faut, là encore, comprendre ces choses qui sont complexes. Il ne faut pas en rester qu'à l'anxiété, parce que oui, il y a une menace qui est réelle, mais on peut faire quelque chose. On a tous des moyens de se protéger. Et puis, là où le verre est à moitié vide, c'est qu'il faut passer, on a parlé de changement d'échelle ou de passage à l'échelle, c'est notre défi principal aujourd'hui, c'est d'arriver à protéger efficacement, non pas seulement les grands groupes qui sont attaqués depuis 15 ans, mais aussi les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les collectivités qui sont, elles, attaquées sans être ciblées depuis 5 ans, peut-être. Je vous ai entendu leur dire « Venez nous voir, venez demander un audit, ils viennent pas assez ?» Ou vous êtes trop nombreux, vous ennuyez. J'ai vraiment dit ça parce qu'on n'est pas capable de les auditer tous. On a par contre des outils qu'on met à disposition potentiellement pour les aider à se diagnostiquer, à poser un premier diagnostic de cybersécurité, pour peut-être tester automatiquement leur sécurité.
On va mettre aussi à leur disposition des exigences portées par la loi, parce qu'on a un projet de loi qui est en cours d'examen au Parlement qui va imposer des exigences de sécurité de base, partant du principe que ça coûte toujours moins cher de se protéger que Ça veut dire qu'ils vont devenir responsables. Ils vont devenir responsables dans une certaine mesure. Ouais, bah. Alors, moi, j'aime bien dire que par la loi, on va aussi fixer la limite de leur responsabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le Far West. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des attaques qui ont des conséquences à travers ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire une entreprise se fait bloquer par une cyberattaque, ses clients, ses sous-traitants, tout cela, ils en pâtissent aussi. Et donc, sans cadre réglementaire qui régule un peu tout ça, demain, on va voir des procès à rallonge où tout le monde va se retourner contre tout le monde pour dire t'avais pas bien sécurisé. Oui, mais en fait, non, c'est pas moi, c'est mon sous-traitant, et ainsi de suite. On va pas s'en sortir. Donc, ça veut dire qu'il y a des fuites de données à Pôle emploi, par exemple. On pourrait dire Pôle emploi avait des obligations, il les a ou non suivies, et les gens dont les données ont fuité pourraient se retourner contre Pôle emploi ou une entreprise. Pour des fuites de données, il y a déjà des obligations sur les données personnelles, mais ça, c'est plus le registre de la CNIL. Donc ça, c'est à eux qu'il faut demander. Demain, sur des cyberattaques qui ne touchent pas aux données personnelles, il y aura aussi des responsabilités, pas pour tout le monde, parce qu'on ne va pas aller mettre des exigences sur la boulangerie du coin ou la mairie de 500 habitants, mais sur des structures d'une taille suffisante, des moyennes entreprises, des collectivités d'une taille suffisante. Oui, il y a quelques obligations et pas des choses très, très compliquées. Pauline ? Ouais, j'aimerais qu'on reparle vite fait de moyens. Vous le disiez, il y a besoin de moyens importants, financiers, humains, techniques aussi, pour protéger les victimes. On a, je pense, bien saisi avec qui vous travaillez et quelles victimes vous aidez aussi. Là, en tant que journaliste, je vais parler j'ai beaucoup travaillé sur la question des cyberviolences notamment et des cyberviolences à caractère sexiste et sexuel. Et moi, ce que je remarque notamment, c'est que chez certains autres entités comme Pharos, par exemple, ou d'autres instances gouvernementales, on manque de moyens, on manque de budget de fou, et ça entraîne une très mauvaise prise en charge des victimes, parce que juste en fait on peut pas tout faire, et c'est bien normal. Et du coup je m'interrogeais aussi à quel point il y a des priorités aussi dans la puissance publique, et est-ce que vous avez la sensation que vous êtes bien lotis par rapport à d'autres entités gouvernementales? Est-ce que vous aimeriez encore plus de budget? Je sais pas, comment vous le sentez un peu? Faut jamais demander, enfin c'est une question rhétorique, demander à un fonctionnaire s'il a besoin de plus de budget, de plus de moyens. La réponse, on va gagner du temps, je vais pas la donner, mais malheureusement c'est pas nous qui faisons les arbitrages. Après, en prenant un tout petit peu de recul, on n'est pas tant à plaindre que ça. Enfin, il y a eu un investissement conséquent dans l'ANSSI, donc on a eu des moyens. Aujourd'hui, la conjoncture, elle est un peu compliquée, elle est compliquée pour tout le monde, et l'ANSSI aussi, mais on n'est pas seul, et c'est le cas de toutes les administrations. Après, c'est pas qu'une question de moyens. Typiquement, si on voulait mettre les mêmes moyens, on traite aujourd'hui, peut-être pour fixer les idées, 500 environ grosses structures qui sont notre cœur de cible. Demain, on en traitera potentiellement 15 000 qui seront le nouveau champ d'application de la loi, du projet de loi résilience en cours d'examen. On ne va pas faire x30 sur les moyens de l'ANSSI, et ce serait une mauvaise idée, parce qu'on ne va pas avoir un même niveau d'exigence pour une PME ou une collectivité, un conseil départemental, que ce qu'on peut demander à un Airbus, à un EDF, à des grands acteurs comme ça. Donc il faut trouver aussi des moyens qui marchent pour eux, et partir du principe que les bénéficiaires, les nouveaux bénéficiaires de notre accompagnement, ils ont des moyens de toute façon limités à consacrer à ces sujets-là. Donc c'est pas la peine qu'on en mette, nous non plus, des exigences faramineuses. Et puis après, alors je vais pas commenter sur Pharos, etc. C'est pas le métier de l'ANSSI. Il faut quand même avoir en tête que ce sujet-là, il est extrêmement nouveau. Et donc l'État, il s'est organisé, il a créé des trucs nouveaux tous les ans, depuis 10 ans sur ces sujets-là. Alors il ne fait pas parfait du premier coup, mais la vitesse à laquelle l'État français a réussi à prendre ces sujets nouveaux, à essayer de poser des premières solutions et à continuer à améliorer ces solutions, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément à rougir, surtout quand on se compare à d'autres. C'est jamais parfait, mais... Et puis c'est quelque chose qui évolue tout le temps, donc on s'endormira jamais sur nos lauriers, mais on n'a pas forcément à avoir honte de ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci beaucoup. Vincent Strubel, mesdames et messieurs.